élections. On organise des élections, le résultat des élections permet de gérer le pays. Aujourd'hui, on peut organiser, comme vous le savez, des élections sécurisées, notamment dans la région de Kidal et du Nord Mali, quelque part. Et d'autre part, ces groupes terroristes qui sont installés partout, parce que le Mali, il faut rappeler tout simplement que c'est le 8e pays le plus grand d'Afrique, avec à peu près 18 500 000 habitants, dont une densité à peu près approximative de 15 habitants au kilomètre carré. C'est-à-dire qu'il y a des poches vides où les terroristes trouvent ça, mais vraiment un terrain de jeu pour eux, parce que toute la sous-région, tous les pays qui entourent le Mali, comme vous le savez, le Niger, le Burkina Faso, sont des pays où le terrorisme est bien installé. Oui. Pourquoi je disais tout à l'heure que c'est difficile de dialoguer avec un ennemi invisible, dont on ne peut pas identifier réellement les chefs, parce qu'on ne sait pas si c'est aujourd'hui Ansardine qui commande, on ne sait pas si c'est Moujao, on ne sait pas si c'est Atmi, on ne sait pas si c'est Daesh aujourd'hui. Donc, le dialogue, oui, dans un état de droit, avec des oppositions, mais le dialogue avec les terroristes, je pense que c'est quasi impossible, ça relève même de l'utopie, malgré la bonne volonté de l'ONG International Crisis. Alors, le Mali est une république laïque, alors qu'on le sait tous, les djihadistes veulent notamment l'instauration de la charia. Est-ce qu'il peut y avoir discussion sur la forme de l'État? Évidemment. Je pense que l'État, l'État s'impose à tout le monde. Donc il faut respecter la loi, il faut respecter la laïcité de la République du Mali. Mais les djihadistes veulent le contraire. Bon, mais ils veulent le contraire, mais il faut voir dans quelle mesure, c'est pas, on peut les amener à faire des compromis. Je ne sais pas, moi j'ai l'impression que pour que les islamistes puissent avoir un impact sur le pays, il a dû y avoir des personnes qui ont accepté qu'ils viennent à leur secours ou bien pour essayer de changer les choses. Donc il y a au fond un mécontentement des populations qui a été mise à profit par les islamistes. Alors, en dehors des centres militaires, hein, dont on sait bien que la plupart viennent des groupes qui ont éclaté en Libye, voilà, en 2011. Donc, mais je pense que le plus grand travail que doit faire le gouvernement malien, c'est de voir au niveau des populations quelles sont leurs aspirations, quelles sont les attentes pour pouvoir y satisfaire, et puis quels sont les contacts qu'ils ont avec les islamistes. Voilà, et comment on peut exploiter. Vous prenez plus un dialogue avec la population avant les Au départ, ça doit passer par là. Hein. Et moi, ça doit passer par là. D'ailleurs, on sait un peu partout en Afrique que là où il y a du terrorisme, les terroirs des terroristes, c'est la pauvreté, c'est le chômage. Mais voilà, donc il faut apporter les réponses à ces problèmes-là. Avant de dialoguer. Voilà. Alors, Bara, de ce dialogue, l'ONG International Crisis Group l'a reconnu, ne sera pas facile. Alors, quels peuvent être les obstacles? Les obstacles, c'est tout simplement, vous savez, le Mali a un sous-sol très riche, c'est l'un des sous-sols les plus riches en Afrique aujourd'hui. Il y a, en passant par le diamant, l'or, bauxite, calcaire, etc. Et les djihadistes, ils vivent de quoi? Ils vivent de contrebande. C'est-à-dire qu'ils s'installent dans des zones où ces minerais sont vraiment nombreux, ils les occupent, ils sèment le chaos, et du coup, ils profitent de cette contrebande, avec la complicité, bien sûr, de leurs partenaires à eux, qui sont identifiables des fois, parce que c'est pas compliqué de les identifier. Ouais. Alors, aujourd'hui, le Mali, c'est un vaste pays, c'est un pays quasiment on ne peut pas mettre la sécurité partout, c'est vrai, il faut se l'avouer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un soldat tous les 100 mètres au Mali. La population, effectivement, il y a une population qui a une forte tendance à aller adhérer au groupe terroriste parce qu'ils se sont rendus compte d'une chose. Ils se sont dit, bon, on nous a mis Barkhane, on nous a mis G5 Sahel, on nous a mis MINUSMA et tout ça, mais ça ne règle pas le problème. Il y a des attentats au quotidien. Donc il faut voir, il faut changer, déplacer le curseur et le positionner ailleurs. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'au détriment des éléments essentiels pour développer un pays africain et le stabiliser, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire l'agriculture pour une suffisance alimentaire, ces pays-là vont devoir, au détriment de ça, privilégier l'armement. C'est une chose à faire, malheureusement. Il faut privilégier la section militaire. Et pourquoi les djihadistes ne vont pas à la table de négociation? Ils n'iront même pas. Parce qu'en fait, pour négocier, il faut que le rapport de force soit équilibré dans un conflit et qu'on arrive à un statu quo, c'est-à-dire qu'il y a une impasse. Mais là, les djihadistes se sont dit, mais malgré toutes ces forces présentes, on fait entendre notre voix. Pourquoi aller négocier? Nous sommes en train d'être... Quelque part, ils en profitent. Ils se réconfortent. C'est une logique, ça. Alors, si le centre est durablement instable, M. Ngama, est-ce que cela peut avoir un impact sur l'économie de Mali quand on sait que cette zone est plus peuplée que le nord, donc vitale pour l'économie? Bien évidemment, c'est-à-dire que
pour que le pays puisse se développer, il faut une stabilité, il faut la sécurité, il faut la paix. Donc c'est une condition première qu'on retrouve même dans les textes de l'Union africaine. Des actes de l'Union, l'un des actes de l'Union africaine, c'est d'abord la paix pour aller vers le développement, pour aller vers l'intégration régionale. Et donc il faut d'abord assurer la sécurité. Mais je crois que les choses ne sont pas aussi simples, aussi radicales qu'on peut l'imaginer. Il faut dire qu'il faut absolument les forces militaires, je ne suis pas sûr, parce que les forces militaires sont là, et l'insécurité persiste et s'aggrave même. Il faut entendre les Maliens qui viennent de là-bas. L'État a montré ses limites. Voilà, donc les populations sont fatiguées des présences et des actions militaires. Et ils demandent autre chose. Donc il faut leur apporter ça. Et le Mali ne peut pas y arriver tout seul. Il y a ces pays voisins qui veulent contribuer avec le G5 Sahel. Le MINUSMA. Voilà. MINUSMA, peut-être, mais le G5 Sahel. Et puis, en tout cas, une contribution des pays voisins. D'autant plus que les islamistes, ils naviguent dans toute cette zone de Sahel, un peu d'un pays à l'autre. La porosité des frontières également. Voilà, au niveau des frontières. Voilà, je pense qu'il faut agir sur le plan politique, sur le plan social. C'est absolument nécessaire pour le gouvernement malien et aussi au niveau régional avec la collaboration des pays voisins. Et très rapidement, Bara, que peut faire le gouvernement malien pour enrayer cette violence, notamment dans le centre du pays? Là, il faut, je pense, intégrer, en termes sociologiques, je ne suis pas le spécialiste, mais il faut étudier la cartographie sociologique du pays. Et dans ce cas, les chefs religieux, les dignitaires sont identifiés. Il faut pouvoir faire une politique en fait, de discrimination positive, c'est-à-dire intégrer différentes parties ethniques dans les gouvernements, dans les différents gouvernements, et les mettre au poste de responsabilité. Ça va permettre, d'une part, d'apaiser les tensions sociales, à condition qu'ils soient compétents, bien sûr. Hein. Ça va permettre d'apaiser les tensions sociales, les tensions ethniques, et notamment les tensions religieuses, d'une part. Encore une fois, je réitère la préconisation de surarmer le Mali, parce qu'ils ne sont pas assez armés aujourd'hui. C'est vrai, les militaires manquent de beaucoup d'armement, et ça s'est vérifié sur le terrain, notamment par d'autres partenaires qui ont été faire ce constat. Et d'autre part, l'armée malienne n'est pas assez réactive par manque de matériel. Le G5 Sahel n'est pas assez réactif, n'est pas assez installé, n'est pas opérationnel par manque de subventions et de cotisations. Donc c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Mais l'armée n'a pas encore vraiment son travail. D'accord, merci beaucoup monsieur pour ces éclairages. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.